Bienvenue dans Exploration Quantique 2050, Décryptage, une série de podcasts pour découvrir le dessous du programme Sciences participatives quantiques 2050, porté par la Fédération de recherche Innovax en partenariat avec le CDP Ticois et la Fédération de recherche Quantips. Épisode 4, les grands récits. On est dans une librairie de quartier. Alors, quand on pousse la porte, on découvre un monde enchanté et accueillant. Dans certains recoins, j'observe des petits objets éparpillés qui suscitent la curiosité. Donc une caravelle en bois, un globe terrestre, des petites fioles. Si on lève la tête, il y a un dragon noir volant qui nous observe. Étienne Quinge, bonjour. Vous connaissez bien cet endroit? En fait, moi, je suis auteur de science-fiction un peu en deuxième activité, parce que ma première activité, c'est d'être ingénieur. Étienne Quinge, écrivain, romancier. Moi, j'ai une formation de biologiste et je travaille comme ingénieur pour prendre en compte l'environnement dans les grands projets. Donc, c'est vrai que je parle beaucoup d'environnement dans mes romans. Et en fait, c'est un moyen pour moi de projeter les enjeux qu'on voit aujourd'hui se dessiner, comment ils vont impacter la psychologie des individus, l'organisation de la société, de l'économie. Et en fait, tout ça, il y a un fond d'écran qui va permettre de générer un monde dans lequel les personnages évoluent et l'histoire se déroule. Pouvez-vous nous en dire plus un petit peu là, de cette notion de grand récit? Pourquoi il y a ces mythes fondateurs qui restent persistants et peut-être qui inspirent encore nos sociétés d'aujourd'hui? Les grands récits, c'est vrai que ça commence avec l'humanité. C'est dès le départ, il y a des récits. Dans les peuples premiers, il y a des mythes fondateurs qui expliquent l'origine du monde et la position de l'homme dans le monde. Donc c'est vraiment des mythes d'origine. Et puis dès les premières civilisations antiques, il y a des mythes des origines, et puis il y a déjà les premières histoires avec Homère, l'Iliade, l'Odyssée, Ishtar en Mésopotamie, il y a des mythes aussi et des histoires en Inde. Et ça continue après avec les sagas nordiques qui racontent des histoires qui parlent souvent des dieux ou des hommes qui permettent de créer un univers et de raconter une histoire à l'intérieur. Donc l'homme a besoin de se raconter des histoires depuis toujours. Ça continue après au Moyen-Âge avec les récits de la table ronde. Puis ça va continuer comme ça jusqu'au 19e où apparaît la science-fiction, donc qui présente la particularité de réfléchir à des aspects futurs de la société par rapport à des enjeux du présent en fait. C'est vraiment une spécificité des romans de science-fiction. Alors pas de tous, parce qu'il y a beaucoup de genres et de sous-genres dans la science-fiction, mais globalement il y a beaucoup de science-fiction qui projettent des futurs possibles à partir des enjeux d'aujourd'hui. Et donc c'est vrai que les premiers, c'est Jules Verne, déjà, qui commençait la science-fiction, puis il y a eu un premier âge d'or dans les années 50, 60, avec les grands auteurs de ces époques-là, puis depuis les années 70, puis maintenant on voit que ça a gagné la société avec les films, les séries qui sont très orientées sur la science-fiction. Donc c'est vraiment un genre qui s'inscrit dans une continuité de grands récits qui visent à faire réfléchir l'être humain sur sa place et son organisation et sa manière de fonctionner en société. Et donc je voulais en savoir un petit peu plus de la structure de ces grands récits. Comment vous voyez ça? Pour moi, les grands récits, ça s'articule autour de trois axes en fait. Un premier axe qui est l'univers dans lequel va se dérouler l'histoire en fait. Donc l'univers, c'est l'univers physique, géographique, mais aussi social. Est-ce qu'on est dans un monde urbain? Quelle est l'organisation humaine? Quel est le milieu environnemental? Est-ce qu'on est dans un milieu naturel? Est-ce qu'on est dans un milieu dégradé? Est-ce qu'on est vraiment toutes les dimensions de l'univers dans lequel va se dérouler l'histoire? On a ensuite les personnages qui sont le plus important en termes de littérature, puisque les personnages, c'est ce qui va faire l'attache avec les gens, l'accroche avec les gens, c'est ce qui va permettre de maintenir le lecteur, l'intérêt du lecteur. Donc les personnages sont très importants. On raconte avant tout une histoire humaine, en fait, on cherche à faire partager une expérience humaine. Donc l'idée, c'est vraiment de développer les personnages pour qu'ils soient cohérents, qu'ils soient logiques, qu'ils aient un comportement cohérent, et on les fait évoluer dans cet univers, avec le troisième volet de la construction des grands récits, qui est l'intrigue, en fait, qui est vraiment l'organisation de qu'est-ce qui va créer du suspense, qu'est-ce que raconte l'histoire en fait, qu'est-ce qui va arriver à ces personnages et comment ils vont réagir et évoluer dans cet univers en fonction des contraintes qui sont générées par l'intrigue. Il y a deux méthodes quand on écrit, en gros il y a deux axes deux méthodes de travail. La première, c'est ce qu'on appelle les architectes, c'est les gens qui font tout le plan de l'histoire du récit et qui l'écrivent après.
une fois que tout a été mis en place, que l'intrigue est bien ficelée, que les choses sont bien organisées. Et puis il y a le style jardinier, donc moi je suis plutôt jardinier, où vous construisez en fait au fur et à mesure de l'histoire et vous réaménagez en permanence, vous retaillez en permanence le texte pour le rendre cohérent sans avoir de schéma d'ensemble très détaillé au début. L'histoire se construit au fil de l'eau et au fil de l'écriture en fait. Je suis venue en mode découverte et j'ai donc été immergée complètement. Je me suis vraiment plongée dans l'histoire. On rajoute notre grain de créativité à des histoires qui existent déjà. Il y a 2-3 points qui m'ont surprise. Ce monde qu'on imagine en 2050 avec très peu de naissances. Je repars avec ça en fait. In fine, on vit aussi une expérience et on participe. Je me demande si je vais pouvoir partir ce soir, quoi. Alors, Étienne, vous avez été embarqué dans cette aventure d'Innovax avec ces ateliers de sciences participatives. Et au début, je crois, comme simple participant, en fait. Bah ouais, tout à fait, en fait. L'approche hyper intéressante de faire participer le grand public à réfléchir sur les enjeux de société qui vont découler des évolutions liées au progrès des technologies quantiques, notamment des capacités de calcul des ordinateurs quantiques et des capacités de développer des nouveaux capteurs grâce aux technologies quantiques. Et donc, en fait, petit à petit, en discutant avec Innovax, on s'est rendu compte que dans la volonté de rendu qu'il faisait, dans le travail qu'il faisait, il décrivait un univers, il décrivait des personnages et il y avait des débuts d'intrigues développées. Donc l'idée, c'était de restituer ces univers, ces personnages et ce contexte d'intrigue. Et donc à un moment, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de travailler avec mon expérience pour développer l'aspect sous forme de petites nouvelles qui se passent en 2050 et qui présentent des personnages à qui il arrive des petites aventures dans un univers qui a été décrit par en fait les gens qui ont participé à la démarche de recherche participative. Alors, c'est quoi la méthode que vous avez utilisée? Parce que du coup, vous aviez énormément de matière brute et l'enjeu aussi de ne pas dénaturer peut-être les idées des participants. Innovax m'a fourni les synthèses descriptives des scénarios en fait. Et ces synthèses descriptives, elles ont été construites à partir d'une méthodologie de travail qui s'appelle l'analyse morphologique des scénarios. Et moi, je n'intervenais plutôt après, en fait, quand la matière était produite. Et l'idée, c'était de ne pas trahir du tout ce qu'avaient produit les participants, donc vraiment de coller au plus près de ce qui avait été dit par les gens qui ont participé, qui ont contribué à ces ateliers. Ce qui est très contraignant pour moi, un exercice très intéressant en tant qu'auteur et pas facile à faire parce que vous avez un univers qui est décrit, vous avez des personnages qui sont décrits, vous avez un contexte déjà une préfiguration de l'intrigue et donc il faut arriver à créer une petite intrigue qui soit intéressante et qui reprenne tous ces éléments sans les distordre, sans les trahir. Donc dans les modèles qui ont été imaginés par les participants, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort, une interaction entre des personnages? Il y a eu des difficultés à concilier des fois certaines productions des groupes de travail en fait, puisque par exemple certains personnages évoluent dans le groupe de travail, ont été traités dans différents contextes, dans différents ateliers. Et en fait, ça a été parfois compliqué. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Jennifer, qui est une codeuse quantique, et qui dans un autre scénario se retrouve pris dans une communauté qui est très environnementaliste, très écologiste. Et donc, il fallait concilier ces deux aspects de sa personnalité de manière cohérente à travers le récit. Alors, tu vas pouvoir le sauver ? Je crois que oui. Je vais lancer mon antivirus et on devrait être fixé dans quelques instants. Jennifer, je l'ai choisie parce qu'elle me parle beaucoup. Je suis quelqu'un de très engagé politiquement, je suis très militante. Sa capacité à pouvoir changer les choses, parce que c'est elle qui s'occupe des algorithmes, de la programmation. Et donc elle a les mains dans le cambouis pour les rendre éthiques. Pour moi, sa quête, elle est très philanthrope, elle est généraliste. C'est pour rendre le monde dans lequel on est meilleur. C'était la partie un peu délicate de mon travail, c'était d'arriver à rendre cohérent des choses qui parfois avaient été construites à des moments différents par des gens différents du fait de la méthodologie participative qui est par atelier, donc il n'y a pas toujours les mêmes personnes, il n'y a pas toujours les mêmes thèmes, et donc il y avait des formes de petites incohérences comme ça, potentielles, qu'il fallait résoudre en fait. C'est comme un jeu d'énigmes en fait, où il faut un petit casse-tête, où il faut trouver une solution pour organiser l'information pour que ça reste cohérent. Il y avait un autre personnage, par exemple, qui est une artiste plutôt branchée sur les technologies quantiques et qui se retrouve dans un autre atelier en train de dénoncer les technologies quantiques. Donc il fallait qu'elle ait une bascule psychologique qui explique le passage de l'un à l'autre. Donc il fallait imaginer quelque chose sans trop tirer par les cheveux le scénario. Donc c'est vrai que ça, c'était les petites parties un peu techniques de ma partie rédactionnelle. Il y a une question qu'on s'est posée à un moment, qui revient beaucoup en ce moment dans l'univers des experts environnementaux, mais aussi de la science-fiction, des auteurs de science-fiction,
c'est est-ce qu'il faut écrire des utopies ou des dystopies. En fait, c'est vraiment un sujet d'actualité, ça, parce qu'il y a beaucoup de scénarios de science-fiction qui sont des dystopies, surtout en ce moment avec les problèmes environnementaux, ça permet de spéculer beaucoup sur des dystopies, et il y a tout un mouvement qui dit qu'il faut imaginer des futurs désirables. Donc je ne rentrerai pas dans mon opinion sur le débat, sur ce débat qui est assez compliqué, mais c'est vrai qu'il y a une tendance générale et on voyait que cette question de l'utopie et de la dystopie se reposait à travers les ateliers et l'univers qui était imaginé. Donc on voit que les sujets de société se rencontrent dans cette démarche participative avec l'actualité du moment et avec les grandes questions qui se posent aussi dans le monde de la science-fiction et dans l'expertise environnementale. Mais il y a automatiquement une réflexion sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal en fait. C'est un réflexe très humain ça, quand on est confronté à quelque chose de nouveau. On voit soit le bon côté de la chose, soit le mauvais côté de la chose en fait. Tout a des bons et des mauvais côtés en fait. Une technologie, c'est pas bon ou mauvais en soi, c'est ce qu'on en fait qui va déterminer si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc vous pouvez tout de suite vous imaginer là, le mauvais usage de la technologie, comme vous pouvez tout de suite imaginer le bon usage de la technologie et vous allez tendre vers une utopie ou vers une dystopie. Après, quand vous racontez un récit, c'est plus facile de faire une dystopie qu'une utopie, parce qu'une dystopie, il y a tout de suite un sujet de tension, il y a tout de suite une crispation, il y a tout de suite une intrigue qui se met en place, alors qu'une utopie, tout va bien, donc finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire, en fait, à part à faire du descriptif. Donc c'est vrai que instinctivement, quand les gens construisent des scénarios, ils ont tendance à faire des dystopies, parce que c'est plus facile, c'est plus naturel de construire une dystopie quand on écrit une histoire qu'une utopie. Eh bien, Étienne Cunge, merci pour cet échange et puis aussi à Frédéric, le libraire d'Aumerveille. Je dois vous laisser car j'ai un tramway à prendre pour rejoindre le professeur de philosophie Thierry Minissier qui doit me parler des questions de recherche que soulèvent ses ateliers et des enjeux pour la science et la société. Pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir la symphonie atomique Étienne Cunge, parue en poche en 2023 aux éditions Pocket Imaginaire. Comment écrire de la fiction, rêver, construire, terminer ses histoires de Lionel Davoust, Christophe Lambert, publié en 2021 aux éditions Argyll. Exploration quantique 2050 est une série de podcasts produite en 2024 par la Fédération de recherche Innovax en partenariat avec le CDP Ticois et la FR Quantalps, animé par Gaël Ray pour Agence Proton et réalisé par Alexandre Fauré pour WeProd.